Mon propos aujourd'hui est de vous parler d'une manière un tout petit peu générale des grands points sur lesquels mon opinion s'appuie pour penser qu'éventuellement on aura un jour, enfin, le conditionnement idéal qui permettra de répondre à toutes les contraintes que nous allons un tout petit peu développer. Alors la première bonne nouvelle, c'est qu'effectivement le secteur du conditionnement est un secteur en pleine expansion et que c'est vraiment un des secteurs qui progresse le plus. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de marchés qui sont stagnants et vous voyez que le conditionnement est un marché qui est en pleine expansion. Alors, aujourd'hui, vous savez que notre propos est essentiellement dans le domaine des produits de santé, mais vous savez qu'effectivement, votre expertise est dans tous les domaines, et notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, de la cosmétologie, etc. Donc, aujourd'hui, le signe qui fait qu'un produit, au sens large du terme, est accaparé, approprié par un consommateur, est devenu une valeur ajoutée particulièrement importante. Ce secteur, vous voyez, à part le fait qu'il est en expansion, est en grande innovation. Et vous avez vu que dans cette exposition, il y a vos innovations qui ont été primées et vous êtes dans un secteur où effectivement il y a beaucoup de nouvelles innovations grâce effectivement à des nouveaux matériaux, grâce à l'apport des systèmes informatisés, grâce à l'apport de l'union des différents systèmes. Alors, quels sont aujourd'hui, selon moi, mais bien évidemment, vous pourrez en débattre ou nous pourrons en débattre, les grands objectifs qu'il faut essayer d'atteindre pour les années à venir. La première chose, c'est effectivement d'individualiser le plus possible les conditionnements en rapport avec leurs produits. Et on a vécu pendant des années des grands emballages qui faisaient beaux paquets cadeaux et dans lesquels le produit ne représentait qu'une faible partie de son utilisation. Et c'est ce que vous avez fait, c'est-à-dire de diminuer la taille des conditionnements, et on a vu, et ça a été primé au décours des années précédentes par Pharmapack, des diminutions de taille de conditionnement. La deuxième chose, c'est la logique de développer des conditionnements qui sont le plus possible recyclables. Et aujourd'hui, vous le savez, les normes et les contraintes environnementales vont aller de plus en plus vers une logique de comment je recycle les matériaux d'emballage. Vous avez vu, les sacs plastiques ont disparu. Et bien, de la même façon, il est important qu'au niveau de vos conditionnements, vous utilisez du verre, vous utilisez du plastique, vous utilisez de l'aluminium, vous utilisez du carton, etc., etc. Eh bien, la logique, c'est comment je peux effectivement m'engager vers un recyclage du système. Et puis, le dernier volet, vous le savez aujourd'hui, c'est comment vos conditionnements peuvent rentrer dans une logique d'éco-responsabilité et de développement durable, c'est-à-dire deux volets, à la fois qui ne soient pas fabriqués à l'autre bout du monde parce que derrière, vous risquez les taxes carbone, et la deuxième chose, fabriqués avec des matériaux qui sont des matériaux les plus issus du monde biologique plutôt que du monde strictement chimique. Et tout ça, il y a quelques années, c'était des sujets que l'on prenait relativement peu en compte,
mais aujourd'hui, les contraintes et les taxes qui vous sont imposées vont vous obliger à aller dans cette direction. Alors bien évidemment, la deuxième question, c'est il faut toujours faire plus avec moins. Vous savez notamment que dans le monde du médicament ou dans le monde des produits de santé, du moins en France, mais en Europe aussi, le médicament est un sujet de préoccupation. Vous l'avez vu dans les débats politiques, qu'ils soient en France, qu'ils soient aux États-Unis. Le médicament est un bien précieux, mais qui coûte, entre guillemets, cher pour les nations. Et quand vous allez négocier les prix auprès, notamment en France, du Comité économique des produits de santé, il ne faut pas que le conditionnement représente un coût important, puisqu'aujourd'hui, vous savez que dans la majorité des cas, le prix du médicament en France et en Europe est essentiellement du fait de la molécule et non pas obligatoirement des dispositifs de conditionnement, d'administration, etc. Et ça a été un gros regret que nous avons eu depuis très longtemps, de voir qu'effectivement, le conditionnement n'était pas valorisé dans le prix du médicament. La deuxième chose, c'est que de plus en plus, et il y a un certain nombre de colloques et de réunions dans le domaine, il va falloir faire des conditionnements en supprimant le plus possible toutes les substances qui ont été considérées comme des perturbateurs endocriniens. Et vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de substances sont classées comme perturbateurs endocriniens. Vous connaissez les phtalates, vous connaissez un certain nombre de conservateurs antimicrobiens. Et donc, ça veut dire que, attention à la pression des consommateurs qui va éventuellement boycotter certains produits parce qu'ils contiennent des perturbateurs endocriniens. La question aujourd'hui, et je ne me permettrai pas d'ouvrir le débat, est-ce que le débat est pertinent ou n'est pas pertinent? Aujourd'hui, c'est l'ère du temps et vous devez vous engager dans ce domaine-là. Vos collègues du domaine de la cosmétologie s'y sont engagés depuis longtemps en supprimant pour un certain nombre les conservateurs et vous avez vu que c'est les produits des laboratoires sans conservateurs qui ont pris des parts importantes de marché. La deuxième chose, c'est le gâchis. Alors le gâchis, on a une grande différence en France, notamment par rapport à d'autres pays européens ou les États-Unis, c'est qu'en France, on aime bien les conditionnements unitaires. Le conditionnement unitaire, vous savez que c'est plus consommateur de matériaux de conditionnement que la petite bouteille en matière plastique qui contient 20 ou 30 unités de dose. Néanmoins, la question qui est posée toujours, c'est est-ce que les conditionnements, on va dire vrac, comme on retrouve le plus souvent aux États-Unis, sont à la fois économiques en termes de santé publique, ça veut dire est-ce qu'ils sont toujours adaptés à la durée de traitement, et la deuxième chose, c'est est-ce qu'ils sont adaptés à une utilisation sécuritaire du médicament. Et pourquoi sécuritaire du médicament? Parce que vous savez que dans la majorité des pays du monde, l'objectif aujourd'hui, c'est que les patients soient le moins longtemps possible en structure d'hospitalisation, donc le plus souvent possible en structure ambulatoire, c'est-à-dire chez eux, et avoir la petite boîte de médicaments dans la poche ou dans le sac, ce n'est pas aussi facile que ça d'utilisation par rapport à la petite unidose étiquetée et individualisée. Donc c'est vrai qu'en France, la ministre a engagé notamment sur une classe de médicaments qui sont les antibiotiques, une politique pour
que les antibiotiques puissent être délivrés à l'unité. Donc vous voyez, c'est-à-dire même fractionner les boîtes qui sont commercialisées par les industriels. Et donc, je pense que l'avenir sera sûrement à s'engager dans cette voie-là. Alors, l'avenir s'engager dans cette voie-là, vous voyez que c'est un équilibre compliqué entre des économies de matériaux de conditionnement et une sécurité d'utilisation à la fois pour le patient et pour les finances des différents États. Le conditionnement, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Dans mon propos aujourd'hui, je vous parle beaucoup du patient, mais le conditionnement, c'est quelque chose qui va intéresser toute la chaîne de transformation du médicament. Quand, dans vos usines, vous conditionnez le médicament, ce médicament, ensuite, il va être transporté par un grossiste répartiteur ou un distributeur, il va arriver dans la pharmacie d'officine et après il va arriver chez le patient, voire il va arriver dans la poche du patient. Donc vous voyez que finalement dans cette chaîne de responsabilité, eh bien le conditionnement c'est pas uniquement ce qui va arriver au patient, mais il faut qu'entre-temps il ait eu la possibilité notamment de résister au choc, d'avoir des fonctions de protection vis-à-vis d'agressions extérieures, vis-à-vis de la chaîne du froid, par exemple, vis-à-vis de la lumière. Alors, tout ça pour vous dire et pour vous remettre quand même devant un certain nombre de faits, malheureusement, de la réalité. Vous voyez, les chiffres sont toujours avec un écart type particulièrement important, mais vous voyez qu'il y a entre 45 000 et pratiquement 100 000 personnes qui décèdent chaque année d'erreurs médicamenteuses. Alors bien évidemment, l'erreur médicamenteuse n'est sûrement pas imputable dans 100% des cas au conditionnement. Mais vous le verrez, et vous l'avez peut-être vu pour celles et ceux qui sont en France, que c'est clos, du moins la première partie d'un procès dans un hôpital parisien où effectivement l'infirmière a administré à un enfant une solution de grand volume simplement parce que les flacons ressemblaient à d'autres flacons, les étiquettes ressemblaient à d'autres étiquettes et l'infirmière a pris machinalement le flacon, n'a pas effectivement lu l'étiquette, mais comme tout l'aspect extérieur ressemblait à un autre médicament, eh bien malheureusement, le mauvais médicament a été administré avec conséquences fatales pour le patient. Et ça, vous le savez. Vous savez bien qu'un certain nombre d'industriels ont eu à un moment des idées géniales. Regardez la bouteille de Coca-Cola, regardez la bouteille de Perrier, regardez la bouteille d'Orangina, et j'en passe bien évidemment. N'importe qui est capable de reconnaître comme ça, visuellement, la forme de la bouteille. Alors bien évidemment, si tout le monde reprend la même bouteille de Coca-Cola, on va aller dans un système. Et les formes n'existent pas non plus à l'infini. Mais vous voyez que sur 3 exemples de solutions, ou de boissons, eh bien, puis il y en a d'autres que vous connaissez bien sûr, eh bien, le discriminateur extérieur permet de limiter les erreurs. Alors bien sûr, dans le monde du médicament, une boîte c'est une boîte, mais vous savez que sur cette boîte, et beaucoup de laboratoires s'y sont attachés, il y a toute la définition de la charte graphique que l'on met sur ces boîtes de médicaments. Et cette charte graphique va permettre effectivement que les professionnels de santé, que les patients aient une accroche. Et vous le savez, quand demain matin vous allez interviewer des patients et vous leur dites « Quel médicament prenez-vous » ? Je ne sais pas. Mais je sais que la boîte est jaune, je sais que la boîte est bleue. Et vous voyez, c'est ça le message. Le patient sait, c'est pas ce qu'il y a dedans, mais il sait reconnaître la boîte quand on va lui montrer. Donc vous voyez bien que votre valeur ajoutée sur le conditionnement
est particulièrement important, voire plus important que le médicament, puisque le médicament, le patient ne sait même pas ce qu'il prend, il sait qu'il prend ça. Deuxième chose, vous avez la problématique de l'enfant. Et chez les enfants, eh bien, c'est exactement la même chose. Vous avez été toutes et tous, nous avons tous été enfants. Il y a peu de chances que quand on était enfant, nos parents nous fassent avaler des médicaments facilement, etc. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils reconnaissaient tout de suite si c'était un médicament ou si c'était des Smarties ou si c'était autre chose. Vous voyez bien que l'aspect extérieur faisait que même pour des enfants qui n'avaient pas obligatoirement toute la connaissance du médicament, eh bien, savaient tout de suite reconnaître un médicament. Et vous savez qu'effectivement, ça rentre dans la définition du médicament, puisqu'un médicament est défini par sa présentation. Donc vous voyez bien que dans la définition du médicament, un médicament défini par sa présentation, donc c'est bien défini par son conditionnement. Alors, ici, je vais aller assez vite, de toute manière, les diapositives vous seront mises à disposition. C'est un patient. Vous savez, un patient, on est tous pareils. Quand vous avez une maladie, la première question qu'il faut se poser, c'est après la consultation d'annonce, vous avez souvent une phase, je dirais, de dépression parce que vous vous dites, en gros, pourquoi moi? Et ne pensez pas que le médicament, avec cette phase de pourquoi moi, est toujours pour des maladies graves. Prenez quelqu'un qui a l'annonce d'un diabète, par exemple, insulinodépendant. Vous imaginez quelqu'un qui a une activité, je dirais, normale, et à qui on va dire un beau matin, bah, finalement, bah, maintenant, il va falloir que vous vous piquiez tous les jours, 2 fois par jour, 3 fois par jour, etc. Donc, chaque fois qu'il y a une annonce d'une maladie, il y a toujours le patient qui a une phase de dépression. Et cette phase de dépression, il ne faut surtout pas qu'elle soit amplifiée par des difficultés d'utilisation de ces médicaments. Et je vous citais tout à l'heure le problème ou la problématique du diabète, vous le verrez d'ailleurs, un certain nombre de ces dispositifs ont été primés au décours des différentes sessions de Pharmapack. Eh bien, vous verrez qu'effectivement, un patient diabétique, eh bien, et vous l'avez vu, l'évolution entre le conditionnement en seringue-aiguille, et puis des conditionnements sécurisés, et puis des dispositifs de stylo, et puis des dispositifs où le patient ne voit plus l'aiguille, et puis maintenant des dispositifs qui sont connectés et qui permettent d'avoir une interaction forte entre le patient, le médecin et les autres professionnels de santé. Et donc, vous voyez ce que je vous ai mis sur cette courbe, c'est qu'effectivement, il faut qu'à un certain moment, le patient ait une confiance dans son traitement. Et la confiance dans son traitement, ce n'est pas que j'ai confiance dans la molécule, c'est aussi j'ai confiance dans le mode d'administration simple de mon médicament. Alors pourquoi je vous dis ça ? Vous savez qu'aujourd'hui, du moins en France, mais je sais que dans tous les pays du monde, c'est la même chose, le respect de la confidentialité est un sujet particulièrement important. Quand vous êtes malade et que vous travaillez et que vous avez un médicament qui doit être administré 3 fois par jour, c'est toujours très compliqué de dire à votre entourage, à vos collègues de travail, « Ah bah tiens, moi je vais prendre tel médicament ou je vais me piquer ». Vous savez que c'est quelque chose qui est difficile de faire partager à autrui une difficulté personnelle. Donc plus vous aurez des médicaments qui seront faciles à administrer, vous voyez, maintenant avec les stylos, eh bien finalement, en quelques secondes, il y a possibilité d'administration. Et de la même façon, quand vous avez juste dans votre poche le petit blister qui contient le médicament, bah, c'est plus facile que de sortir, la boîte et de sortir le flacon pour sortir votre comprimé. Et ça, c'est un message important que vous devez prendre en compte. La
confidentialité ou le respect du traitement de chacun des patients. Et pourquoi je vous dis ça? Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de faire une petite étude, mais on peut penser que dans quelques années, quasiment 100% des personnes prendront au moins un médicament dans leur vie, et même quand ils ne seront pas malades. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, les médecins vont vous prescrire des médicaments pour la prévention. Alors vous allez avoir la prévention de l'Alzheimer, vous allez avoir la prévention du diabète, vous allez avoir la prévention des problèmes cardiovasculaires, etc., etc. Et tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, un médicament ne sera plus pris pendant une partie courte de la vie, mais sera pris pendant 10, 20, 30, 40, voire 50 ou 60 ans de sa vie. Et donc vous voyez qu'un médicament, quand vous le prenez une fois dans votre vie, je ne dis pas c'est pas grave, quand vous serez amené à en prendre plusieurs fois et pendant 50 ans ou 60 ans de votre vie, il faut vraiment que le médicament devienne votre compagnon avec un conditionnement particulièrement adapté. Alors bien évidemment, la deuxième question, c'est la question qui va concerner l'observance. Alors vous savez, l'observance, c'est un sujet qui est simple et il n'y a pas plus compliqué. Et pourquoi je vous dis que c'est un sujet qui est simple et compliqué? C'est parce que finalement, les professionnels de santé sont souvent les premiers à ne pas respecter l'observance d'un médicament. Donc ils vont être à prescrire à leurs patients, vous savez, il faut prendre le médicament tous les jours, éventuellement à heure fixe, etc., etc. Et puis eux-mêmes ne vont pas les prendre. Et vous savez qu'aujourd'hui, la grande difficulté, c'est comment je peux trouver des dispositifs médicaux qui vont faciliter l'observance. Vous le savez, dans des domaines qui sont aussi des domaines compliqués, comme le traitement de l'asthme par exemple, on a vu évoluer les dispositifs médicaux pour faciliter l'observance. Dans le diabète, comme je vous le citais tout à l'heure, on a vu des dispositifs pour faciliter l'observance. Et puis, vous savez, aujourd'hui, dans un médicament qui est banal, qui est tout simplement la prise d'un comprimé, eh bien, on se rend compte que de la même façon, l'observance n'est pas au rendez-vous. Et si l'observance n'est pas au rendez-vous, eh bien, il faut que quelque part, il y ait des gens qui sachent que cette observance n'est pas au rendez-vous. Pourquoi? Je vous prends juste un exemple. On a vu apparaître depuis quelques années des traitements médicamenteux oraux pour le traitement du cancer. Et un certain nombre de professionnels de santé se sont dit « mais c'est fantastique, on vient d'avoir enfin des médicaments utilisables par voie orale pour traiter le cancer, alors qu'avant, les patients avaient des perfusions, des hospitalisations, etc. » Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Eh bien, on s'est aperçu qu'en gros, il y avait une inobservance dans au moins 30% des cas des patients qui étaient traités par chimiothérapie orale. Alors la question, c'est pourquoi? Mais la question, elle est double. La première question, elle est dans l'esprit du patient. Un certain nombre de patients pensent que quand ils ont un traitement par voie orale, eh bien, leur maladie est moins grave que quand ils ont une injection. La deuxième raison, c'est que quand les patients sont chez eux, ils pensent que c'est moins grave que quand ils sont hospitalisés. Et la troisième chose, c'est que comme vous n'avez pas un effet collatéral immédiat, si je ne prends pas ma prise de médicaments et que dans les 15 secondes, je me trouve en réanimation, c'est sûr que vous avez une observance à 100%. Mais comme ces médicaments, si je ne prends pas le médicament pendant un jour, il ne se passe rien de dramatique, eh bien, ces médicaments ont une très mauvaise observance. Et vous voyez bien que j'ai une très mauvaise observance avec des médicaments qui sont des médicaments particulièrement efficaces et pour lesquels le pronostic vital des patients est bien évidemment en jeu. Et quand vous discutez avec les patients, et c'est un petit peu ce que je vous ai mis ici, finalement,
c'est pas grave. Mais la question, c'est pas de savoir est-ce que c'est pas grave. Imaginez demain matin que le médecin se dise ben, c'est bizarre, le patient, je le traite avec ce médicament-là, et puis finalement, je n'obtiens pas les résultats escomptés. Si le médecin ou les autres professionnels de santé n'ont pas une idée que le patient n'est pas observant, ben le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer le traitement. Il va éventuellement passer sur un autre traitement, alors que le premier traitement était peut-être tout à fait efficace, mais simplement parce que l'observance n'était pas au rendez-vous. Et ça veut donc dire qu'aujourd'hui, le deuxième modèle d'évolution, vous voyez bien qu'il faut que quelque part, et bien évidemment dans le respect de tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'est pas là, et vous n'êtes pas là pour fliquer ou pour sanctionner des patients non observants, on est là pour savoir. Et vous l'avez vu, dans cette logique du savoir, ont été de plus en plus développés, vous l'avez vu au salon de Las Vegas, vous l'avez vu aujourd'hui avec, en France, l'assurance maladie qui va rembourser les objets collectés. Eh bien, il faut qu'effectivement, quand un patient prend un médicament, eh bien, qu'il y ait une information qui soit générée automatiquement pour en informer le médecin, le pharmacien ou un autre professionnel de santé. Et vous voyez bien que cette évolution du conditionnement que vous avez fait d'une manière exceptionnelle, où vous avez fait des bons technologiques, eh bien, on voit qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans, je dirais, le virtuel, mais nous sommes dans la réalité. Et l'année dernière encore, on avait primé à PharmaPack un dispositif connecté d'administration des médicaments. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Eh bien, on voit aujourd'hui que vous aviez fait connecter des médicaments, je dirais, à haute valeur ajoutée. Vous aviez des médicaments de type injectable, des médicaments qui coûtaient cher. Mais qu'est-ce qu'on va voir demain? Eh bien, grâce à vos blisters aluminium de plus en plus intelligents, eh bien, on va pouvoir tracer l'ouverture du blister. Alors, bien évidemment, on n'en est pas encore à tracer l'administration du médicament. Mais déjà, on trace le volet. Est-ce que le patient a, oui ou non, ouvert le blister et à quelle heure? Après, et vous le savez, et c'est la dernière étape qui arrive, eh bien, il y a des développements pour mettre sur les médicaments des micropuces, je ne rentre pas dans le détail, biodégradables et tout ce que vous voulez, qui vont effectivement vous donner la preuve de l'administration effective du médicament. Donc vous voyez bien qu'on est dans une évolution qui est tout à fait colossale. On est parti d'un packaging, on va dire, standard et standardisé. On arrive aujourd'hui avec un packaging intelligent et associé à des médicaments intelligents. Alors, la question qu'il faut toujours se poser, et c'est pour ça que je vous avais mis tout à l'heure une information sur est-ce que effectivement le packaging doit être individualisé? Ben, vous savez qu'on n'est pas tous égaux. Quand on était petit, ben, on avait un certain nombre de spécificités. Aujourd'hui, on en a d'autres. Et puis, tout ce qu'on espère effectivement, c'est que quand le grand âge va arriver, ben, on aura d'autres écueils de la vie. Alors, ça veut dire quoi, les autres écueils de la vie? Ben, ça veut dire que vous savez, comme moi, que malheureusement, quand l'âge avance, la vision n'est plus obligatoirement égale à celle qu'on avait quand on était jeune. La préhension n'est pas obligatoirement la même que celle qu'on avait avant. Alors, ne faites pas des blisters où c'est quasiment impossible à faire sortir le comprimé. Et tout à l'heure, je vous disais, la réduction de la taille. Oui, la réduction de la taille. Mais il y a un moment où si je fais quelque chose de trop petit avec des doigts qui sont des doigts d'une personne âgée, il va falloir trouver un équilibre entre c'est trop petit, oui, c'est trop gros, oui, et il va falloir trouver le juste milieu.
Et ça, c'est des choses qu'il va falloir suivre en fonction de l'évolution du temps. C'est sûr qu'il y a 50 ou 100 ans, quand la durée de vie était de 60 ans en moyenne, bon, vous pouvez supposer que les choses allaient bien. Maintenant, quasiment les 3 chiffres au compteur de la vie vont s'affricher, donc ça veut dire qu'effectivement, eh bien, il faut aussi que le conditionnement eh bien, évolue avec son temps. Et vous l'avez vu, je ne vous l'ai pas inscrit sur cette diapositive, mais vous l'avez vu aussi que dans le conditionnement, vous avez beaucoup évolué pour aussi des populations qui malheureusement sont en difficulté avec les fameux codes sur le braille, etc. Alors je regarde l'heure pour ne pas dépasser, donc je vais aller directement, les diapositives vous les aurez, hein, comme ça, c'était juste, je voulais vous rappeler, vous voyez, des exemples ici qui ont été primés l'année dernière de conditionnements qui ont supprimé les conservateurs. Alors, je vais aller à la dernière ou avant-dernière diapositive qui va vous faire peut-être sursauter ou peut-être réfléchir. Vous savez qu'aujourd'hui, on est de plus en plus quand même avec, je dirais, des technologies qui font qu'on peut déporter un certain nombre de choses. Et je vous ai écrit ici, et si c'était la fin du packaging? Alors, c'est exprès provocateur, vous l'imaginez bien, mais pourquoi? Vous avez vu l'année dernière qu'un médicament, un comprimé, avait été autorisé par la FDA pour être fabriqué par une imprimante 3D. Ce n'est pas moi, c'est le laboratoire qui fabrique pour l'instant. Vous avez vu aussi qu'il y a une société suisse qui commence aussi à proposer des médicaments qui pourront être fabriqués directement par les patients. Alors pourquoi ça a un intérêt? Eh bien, ça a un intérêt parce que quand un médicament est fabriqué par une société pharmaceutique, le dosage c'est 50 mg, 100 mg, 200 mg. Et si pour le patient, pour des raisons thérapeutiques, il faut 75 mg, c'est un peu compliqué de faire à partir de 50 et de 100 mg, 75 mg. Et aujourd'hui, on peut imaginer, j'ai bien dit on peut imaginer, et quand je vous dis aujourd'hui, je pense que c'est encore quelques années devant nous, mais on peut imaginer que des patients auront des imprimantes 3D chez eux et qu'on les alimentera avec des fils ou des dispositifs qui leur permettront de fabriquer des médicaments au dosage personnalisé. Et là, effectivement, quand on va fabriquer des médicaments au dosage personnalisé, quasiment le patient fera son médicament et puis se l'administrera. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil provocateur pour dire attention à l'évolution de la technologie. Bien évidemment, je ne pense pas que cette évolution arrive, je dirais, dans les 5 ans à venir, mais on voit qu'aujourd'hui, on est quand même de plus en plus vers des systèmes où on responsabilise le patient. Et vous l'avez vu, dans d'autres domaines, vous avez vu que se développe la télémédecine, que se développe le suivi des patients à domicile. Eh bien, attention, personne n'avait anticipé il y a une dizaine d'années l'ubérisation, notamment dans le monde de la santé. Eh bien, pensez-y parce que il faut mieux anticiper les choses plutôt que les subir. Et je voulais juste conclure sur cette diapositive qu'effectivement, aujourd'hui, et je le redirai ce soir, puisque vous savez que Pharmapack a 20 ans, et qu'il y a 20 ans, le packaging était très loin d'avoir la valeur ajoutée qu'il a aujourd'hui. Il y a 20 ans, le packaging, c'était l'emballage, c'est-à-dire ça ne sert à rien, c'est-à-dire je le prends, je le jette. Aujourd'hui, le packaging, c'est ce qui fait la valeur ajoutée d'un médicament et c'est pour ça qu'effectivement, vous avez été dans l'objectif de comment le packaging valorise le médicament, notamment dans la sécurité au sens large du terme de l'utilisation des produits disponibles sur le marché. Immense merci à vous et bonne journée.